tant que femme musulmane, est-ce que vous condamnez les poupées qui n'ont pas de visage? Je condamne les méthodes journalistiques utilisées par les médias français. Vous dites que les musulmans n'entendent jamais parler. J'aimerais bien, est-ce que vous condamnez les poupées sans visage? Sur sa question, vous avez vu les poupées sans visage? Je suis venue pour parler de Chucky et la République, elle est menacée par une poupée qui n'a pas de Dieu. Les chéris, Myriam Palomba est là, Nathalie Marquet est là, ça s'arrange entre les ça va mieux, ça va mieux. Vous étiez là avant? On va revoir la une. Voilà, Nathalie était colère, elle a laissé un mot sur Facebook sur cette affaire. J'en ai 15 par an, quand c'est pas Voici, c'est France Dimanche. Non, c'est pas le même principe. Hein. Voici, sont plus sur le scoop. Hein. C'est la même merde pour moi. Excusez-moi, mais c'est la même merde. C'est reparti, merde. Pour moi, c'est des journaux. La même merde. Pour moi, c'est des journaux scandales qui sont de l'argent. Gala ou Paris Match où vous exposez votre vie privée. Mais c'est un choix parce que les photos sont belles, parce que ça fait rêver les gens, parce que les gens ils sont heureux. Là, quand on a fait un reportage pour C8, on se donne parce que c'est très bien fait. C'est un beau reportage qui est positif et qui donne du plaisir aux gens. Mais là, franchement, je ne vois pas ce qui fait plaisir aux gens quand on voit ce titre-là. Vous n'êtes pas lectrice. Moi, je vous le dis, j'ai reçu les gens connaissent très bien le magazine. Il existe depuis 1940. Myriam, vous pouvez quand même reconnaître quand quelqu'un se sent blessé ou est malheureux d'une couverture. Vous pouvez le reconnaître, ça, au moins. Vous pouvez quand même reconnaître que ça lui a fait de la peine. Imaginez que vous êtes vous auprès de votre mari à l'hôpital. Alors, je vous le dis, il est très malade et que vous voyez ce titre-là. Au bout d'un moment, vous mettez une ça lui a fait de la peine, je m'excuse. Mais Nathalie, j'aimerais que vous compreniez qu'il n'y avait rien de malveillant et que c'est la ligne éditoriale de France Dimanche et que quand on lit le papier, vous verrez que le papier est totalement malveillant. Non, mais si ça vous a fait de la peine, je veux bien m'excuser, je m'en excuse. Mais changer de titre, non, je ne changerai pas de titre. Ils vont acheter en changeant de titre. C'est comme ça que ça fonctionne, vous le savez très bien. Vous ne l'avez pas quitté, ils le savent. Mais comment les gens savent? Mais le lecteur traditionnel. Alors moi, Myriam, j'ai vu ça. Mais ça, c'est vous. Alors prenez. Mais chaque fois, je suis gentille avec mes lecteurs et je leur dis non, c'est des conneries. Non, ne croyez pas. C'est les reprises sur Internet. Mais quand on lit l'article, en dimanche, ils viennent de sortir une nouvelle formule qui est plein de bienveillance, qui est là pour aider. Vous n'avez pas lu le papier. Je peux même discuter avec vous parce que vous n'avez pas lu le papier. Vous arrêtez à ça. Alors, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. France Dimanche. Regardez. Arrêtez au bout d'un Comprenez-vous la moment. colère de Nathalie Marquet? Oui, à 73%. Oui, mais c'est le titre qui compte. Non, c'est comme les sondages pour les élections, c'est truqué, j'en sais rien. Elle est incroyable. Je mets en titre. Mais je t'adore, si demain je mets en titre Myriam Palomba est une connasse et que l'article est super gentil, qu'est-ce qu'on va retenir à ton avis? On a travaillé sur TPMP People, on faisait la même chose, arrête un peu ton délire. Ah pareil, j'étais payé. C'est l'une des plus grandes voix de la chanson française. Hier, c'est à travers un message vidéo qu'il a bouleversé les Français. En effet, on vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon. Sur les réseaux sociaux, ses plus proches amis de la chanson ont tenu à lui apporter leur soutien. Florent Pagny a appris qu'il avait un cancer des poumons début janvier. Mi-janvier, il s'est rendu chez un spécialiste à Paris avec sa femme Azucena pour savoir un peu quel type de traitement, si c'était opérable, si ça ne l'était pas. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'il a enregistré les dernières émissions ce vendredi de The Voice. Et donc, il le savait quand il a enregistré. Il savait qu'il avait un cancer des poumons, mais il ne savait pas de quelle était l'ampleur. Quand il a enregistré The Voice, il était au courant de... Voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce vendredi, il a reçu donc, les résultats du spécialiste qu'il avait été voir 15 jours avant. Et là, il découvre en fait que ce cancer est inopérable. Le téléphone sonne pendant l'enregistrement. Il demande d'arrêter. Voilà, pendant l'enregistrement de The Voice. Et oui. Et du coup, il décroche et là, il apprend la mauvaise nouvelle. Le verdict tombe. Le cancer est inopérable. Voilà. Pendant The Voice, après, il reprend le tournage. Il reprend le tournage, donc il en parle avec les jurés, avec Nikos. Voilà, et puis là, tout le monde le soutient. C'est un battant, Florent Pagny, et il reprend, il finit l'enregistrement, le dernier enregistrement de The Voice. Alors là, inopérable pour Florent.
Ça veut dire quoi? Il va... Pas pour rentrer dans le cas de Florent Pagny que je ne connais pas ici. Ce qui est important, c'est de dire, il faut faire la différence entre je ne vais pas être opéré ou il est inopérable. D'accord. Parce qu'il y a des cancers qui ont une agressivité biologique ou qui nécessitent d'abord d'être refroidis par des médicaments. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas opérables si on avait eu envie de le faire. Donc on ne peut pas supposer avec les messages qui sont donnés de son cas particulier. Je crois que ce n'est pas l'objectif. Voilà, donc quand on parle poumon, c'est un des cancers, même si on l'associe à quelque chose de difficile. Il y a beaucoup de gens qui en guérissent. D'accord. Mais le sujet, c'est la peur qu'on a lorsqu'on a ce diagnostic. C'est un cancer qui se guérit bien, le cancer des poumons? Ce qui est important quand quelqu'un apprend son diagnostic, c'est de le faire tôt. C'est pas ce qui se passe chez les autres. Ouais. C'est de savoir si pour lui, c'est pris en charge précocement, si le traitement va être efficace. Et puis, c'est d'apprendre à gérer finalement ce qui est difficile, l'incertitude. Myriam, vous vouliez dire quelque chose? Non, moi, ce qu'on m'a dit, voilà, je ne sais pas si on peut révéler un peu le détail, mais moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'en fait, il avait une tumeur qui mesurait quand même 5 cm et que, voilà, j'ai pas tout. On ne va pas révéler les détails, mais que c'était assez grave. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il s'en sorte, voilà, que ça soit pris en charge. On est deux, on aimerait bien un box. L'émission a dépeint une image bien sombre de la ville, ce qui a suscité de nombreuses polémiques. Vous avez manipulé des gens, madame, vous vous en rendez compte ou pas? Aujourd'hui, l'étudiante musulmane Lilia Bouziane, qui a participé à une séquence du reportage, dénonce la manipulation de la production qui l'aurait contactée pour un reportage sur la laïcité. J'ai été, comme vous, très surprise de me voir dans ce reportage. La future avocate qui s'estime piégée a décidé de prendre la parole ce soir dans TPMP. On vous a posé quoi comme question? Alors, on m'a posé plein de questions bienveillantes, mais aussi très très poussées. J'ai bien vu qu'on essaie de me faire dire la phrase qui serait choquante, mais comme je suis droite dans mes bottes et j'ai absolument rien à me reprocher, j'ai parlé tout naturellement. Et du coup, en fait, j'ai rien dit de plus que ce que j'avais déjà dit sur votre plateau. C'était tout pareil. Mais malheureusement, la voix off, on a coupé certaines phrases à certains moments, même dans le choix de mes amis. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on m'a filmé sur 48 heures, parce qu'on m'avait vendu un portrait de 20 minutes. Donc, c'était sur 48 heures. Donc là, on voit que une partie de ma journée. On fait bien attention à montrer que mes amis qui sont d'origine maghrébine. On ne montre pas les autres, alors que je suis entourée d'amis. On avait fait une soirée, on les avait invités, on a fait une petite soirée pizza. Donc il y avait mes potes, des potes juifs, des potes protestantes, catholiques, athées. On était toutes là et justement c'était vraiment un message de bienveillance. Aujourd'hui c'est la journée contre l'antisémitisme d'ailleurs. C'est important. C'est important. Alors t'as poussé un coup de gueule de fou sur les réseaux. Ah bah ouais. Mais vous imaginez le choc? Moi j'étais dans ma chambre tranquillement, je révisais mes cours et je reçois plein de snaps d'Insta d'un coup et je me dis qu'est-ce qui se passe? Et je vais dans le salon. Et je vois ma mère qui regardait tranquillement, comme beaucoup de Français, l'émission, mais en tachycardie. Elle arrivait plus à respirer, elle avait les larmes aux yeux. Non. Et elle m'a dit, mais ma fille, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais dans cette émission? Elle était mais choquée. Et même moi, franchement, je l'ai vue, honnêtement, mes mains ont tremblé tellement j'étais choquée parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Et vous savez, l'après-midi même, ça fait beaucoup de bruit. C'était entêté sur Twitter, le boycott zone interdite. C'était entêté, sur tous les réseaux. Ouais. Et quand j'ai vu ça, on m'a envoyé beaucoup de messages. Mon entourage savait que j'avais enregistré pour zone interdite. On m'a dit mais c'est pas ton sujet ce soir. Et moi très naïve, j'ai répondu très sereinement bah non, ça parle de Roubaix déjà, donc je suis même pas dedans parce que dans le sommaire il y avait absolument pas mon nom, ni la ville de Lyon, ni quoi que ce soit qui pourrait me concerner. Et j'ai envoyé un message aux 2 journalistes qui m'ont filmé avant la diffusion et je leur ai demandé. J'ai vu qu'il y avait un sujet ce soir. J'espère que c'est pas moi, vu le sujet, je pense pas, mais je préfère m'en assurer. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas eu de retour et j'ai pas eu de nouvelles. Elles ont bien vu mon coup de gueule parce que j'ai vu les vues sur Instagram. Et bien sûr, aucune nouvelle, donc ça prouve la malhonnêteté. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une période où les rapports à l'islam sont difficiles? Vous êtes les premiers, je pense, à le savoir. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des lois qui existent. Et je pense que si aujourd'hui, Zone Interdite vous a contacté de façon déviée, c'est en fait représentatif de ce qu'est la société aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait passer des lois séparatistes, on dit que c'est contre les religions. Non, ces lois séparatistes-là, elles visent l'islam. Parce qu'il y a un problème aujourd'hui avec les musulmans en France. D'accord? Il y a un problème aujourd'hui avec les musulmans en France. Je vais prendre un exemple. Madame, vous délirez. Non, je délire pas du tout, puisqu'il y a la grosse majorité des Français qui considèrent que l'islam est une menace contre la République. Et moi, j'aimerais bien qu'on les laisse parler, déjà, ces Français. Donc, c'est qu'il y a une peur. Parler. Vous, d'accord? Oui, non, mais d'accord, mais j'aimerais bien terminer en disant que si vous êtes mis dans un documentaire sur l'aspect radical de l'islam, c'est qu'il y a une bonne raison. Pas parce que j'ai absolument pas en tant que femme musulmane, est-ce que vous condamnez les poupées qui n'ont pas de visage? Je condamne les médias journalistiques utilisés par les médias français. Vous dites que les musulmans n'entendent jamais parler. J'aimerais bien, est-ce que vous condamnez les poupées sans visage? Sur sa question, vous avez vu les poupées sans visage? Je suis venue pour parler de Chucky et la République, elle est menacée par une poupée qui n'a pas de yeux.
gens ont peur de l'islam, donc c'est le moment pour vous de vous exprimer. C'est le moment. Et vous allez me laisser parler. Vous allez laisser parler. Du coup, est-ce que vous condamnez ça ou pas? Non, mais c'est bon, allez-y. On va le dire encore une autre fois. Je vais répondre très simplement. À chaque fois, sur les émissions télé, qu'on a un musulman ou une musulmane française, laissez-moi parler. Vous répondez pas à la un question musulman comme d'habitude. ou une musulmane française devant ce genre de personnes, on lui fait un procès. Et vous pensez quoi de ci? Et vous pensez quoi de ça? Oui, c'est important. Comme ça, on entend jamais dessus. Tous les mots jamais dessus. Vous faites des victimes. Et vous, il n'y a pas de. Il y a beaucoup de musulmans qui font les victimes, mais c'est pas tous les musulmans déjà. Par contre, vous entend jamais condamner. On sait jamais ce que vous pensez. Pas tous en même temps, sinon je vous sors. J'ai pas regardé le reportage. Voilà, vous êtes incapable. Parce qu'il y a des poupées sans visage, c'est ça le problème? Oui. Oui, c'est ça. Et condamner, ça voudrait dire quoi? Parce que t'aimes bien. Est-ce que c'est un problème pour vous? Est-ce que c'est la bande Alice, où vous vous taisez? Non, mais où vous vous taisez, vous sortez. Je donne la possibilité de répondre. C'est moi qui donne la parole ici. Si vous voulez, si vous prenez votre bloc-notes et vous sortez. Ça fait longtemps que je ne sais pas. Non, mais je vous le dis. Non, je vous le dis. On n'est pas là pour. C'est bon. Non, mais en plus, c'est quand même extraordinaire parce que de base, on est là pour dénoncer les méthodes journalistiques. Et encore une fois, au lieu que la honte, elle soit du côté des méthodes qui ont été employées de ce côté de ce documentaire, elle est de l'autre côté en train de me dire est-ce que tu condamnes tout ce qu'il y a sur le documentaire? Parce que j'entends bien votre coup de gueule. Et pourquoi pas? Mais comment argumenter pied à pied sur des éléments que vous n'avez pas visionnés? C'est-à-dire sur des moi, je suis venue sentiments. Non, mais qu'on recentre le débat. Je suis venue. Comprenez-vous le coup de gueule de Lydia quand on a interview? Voilà, c'est tout. Voilà. Contre mon passage, la question, vidéo, elle ne concernait que mon passage. Oui, mais Cyril, pour savoir qu'on a été mis dans le mauvais documentaire et qu'on a été manipulé, il faut voir le documentaire. Sinon, tu c'est bon, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. S'il vous plaît. Oui, 32%. Non, 67%. On fait que du direct. Alors, on ne pas avec les émissions enregistrées. Ouais, c'est ça, c'est ma leçon. Écoute le conseil du directeur artistique. Depuis lundi, les scandales s'enchaînent à la suite des révélations d'un journaliste indépendant, Victor Castanet, auteur d'une enquête sur le groupe d'EHPAD privé Oprea. Alors, pour en parler ce soir, nous allons recevoir Ella Kerieff, une aide-soignante qui avait commencé à dénoncer ce qu'elle considère d'être de la maltraitance institutionnelle depuis 2016. Et on aura Danny Foster, directeur adjoint d'EHPAD, qui sera avec nous également pour en parler. Aujourd'hui, nos aînés sont maltraités dans nos EHPAD en France. Ouais. C'est-à-dire, on leur fait quoi? On les aide pas. On n'est pas là pour eux. On les abandonne. On a l'impression, nous, en tant que soignants, alors que c'est notre vocation, c'est un métier qu'on a choisi par vocation. Il y a des maltraitances? Oui, il y a des maltraitances. Quel genre? Pas des maltraitances physiques, parce qu'on n'est pas là pour frapper nos résidents, on n'est pas là pour ça. Mais il y a des maltraitances institutionnelles. Quand vous avez une direction qui vous impose d'utiliser simplement 3 couches par jour et que vous avez des résidents, moi, je ne vais pas 3 fois aux toilettes dans la journée. Ça m'arrive d'aller plus souvent. Mais si j'ai une couche et que je vais aux toilettes et qu'on me dit on remet ta couche parce qu'on n'en a pas d'autres, je ne me vois pas remettre une couche sale. Mais je pense que personne ici se reverrait mettre une couche sale. Quand vous payez plus de 5 000 €, que vous avez travaillé toute votre vie et que vous arrivez à la fin de votre vie et que vous avez envie juste de partir paisiblement et d'apprécier les derniers jours qui vous restent, quand on vous fait subir ça, ça c'est de la maltraitance. Alors, il y a le journaliste Victor Castanet, auteur du livre Les Fossoyeurs, qui dénonce les maltraitances en EHPAD. Il était l'invité de BFM TV et regardez, il racontait qu'il avait subi des pressions. On lui aurait même proposé des millions d'euros pour arrêter son enquête. Regardez. Et effectivement, il est arrivé à la moitié de mon enquête, pas directement par le groupe, mais via un intermédiaire qui m'a fait effectivement une proposition en me demandant si je serais prêt à arrêter cette enquête pour 15 millions d'euros. Ah. Oui, Gilles. Il faut savoir que c'est un système qui draine des milliards d'euros. Le groupe auquel il s'est attaqué, c'est le numéro 1 mondial. Et donc pour eux, 15 millions, c'est une somme énorme, mais pour eux, c'est rien. Dès que le livre est sorti, l'action en bourse a tellement dévissé que la cotation a été interrompue. Pour eux, c'est une catastrophe. Et c'est un scandale national, Cyril. C'est un scandale national. Moi, je suis bouleversé par ça. J'espère surtout, Gilles, que ce monsieur ne va pas mentir et qu'il va arrêter de dire des conneries, qu'il n'est pas venu ici pour dire des conneries et mentir à toute la France. Parce qu'il s'agit de nos aînés, de nos parents, de nous-mêmes, plus tard. Et arrêtez de mentir. On sait. Je ne sais pas ce que vous allez dire, mais peu importe la connerie que vous allez sortir, soyez francs. Alors, justement, Danny Foster, directeur d'un EHPAD. Bonjour, merci. Qu'est-ce que vous avez à dire? D'abord, moi, j'étais soignant avant. Donc, oui, mais c'est très bien. Vous avez fini directeur, c'est pas pour rien. C'est parce que vous en aviez marre de faire ce que vous faisiez, monsieur. Et que vous avez trouvé une issue de secours. Je ne sais pas sur quel bureau vous êtes passé, mais c'est très bien pour vous. Très bien. Bon, en tout cas, évidemment, il y a certains EHPAD qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. Et il faut les dénoncer, comme vous l'avez très bien fait.
Mais dénoncer après avoir été licencié, je trouve ça un peu purement scandaleux. Si vous avez des alors revoyez vos sources parce que non, mais revoyez vos sources parce que j'ai pas dénoncé après avoir été licencié, monsieur. J'ai dénoncé avant d'être licencié. J'ai été licencié parce que j'ai dénoncé. Alors ne dites pas des conneries. Vous êtes en train de dire des conneries, monsieur. Non, mais si vous êtes en train de dire des conneries. Et excusez-moi tous et toutes ici, sauf vous, monsieur le ministre. Vous êtes un gros con. Oh non. Mais donc vous commencez fort. Oui, vous le connaissez ou pas? Non, je le connais pas, mais c'est un gros con. À partir du moment où il dit des conneries comme ça veut dire que tout le reste c'est mensonger. Vous avez des infos où rien n'a changé? Non, rien n'a changé. Malheureusement, personne ne fait rien. Aujourd'hui, les gens, ils s'alarment comme si c'était nouveau, mais alors c'est pas vrai. On le dénonce depuis des années. Et puis ce qui inquiète vraiment aujourd'hui, c'est le fait que c'est un EHPAD qui coûte super cher, c'est un EHPAD de luxe où c'est jusqu'à 15 000 € la chambre. Et c'est parce que les gens qui sont à l'intérieur, ils ont les moyens. Donc c'est leur fortune qui est mise en question et c'est là que ça alerte la politique parce que autant c'est quelqu'un de... Enfin, il y a quelqu'un du gouvernement qui a un de ses parents là-dedans et que ça les alarme. Mais sinon, ils n'ont jamais rien fait. Madame, on lui dit, quoi qu'il arrive, que le patient soit malade ou pas malade, c'est 3 couches et pas une de plus. Et peu importe la situation. Et donc, évidemment, si c'est normé comme ça, ils ne peuvent pas se débrouiller autrement. Donc, c'est de la maltraitance. Oui, c'est pour ça que j'ai répondu, nos seniors sont-ils en danger? Oui, et par ailleurs, j'ai appris que les inspecteurs d'État, quand ils viennent pour vérifier l'établissement, on prévient l'établissement un mois avant. Donc, on a le temps de tout mettre en place. C'est totalement faux. C'est vrai ça, Daniel? C'est vrai. Alors, laissez-le répondre. Excusez-moi, je ne pense pas que vous faites partie de la direction, à ce que je sache. Non. S'il y a des contrôles, et je connais certains EHPAD qui se sont fait épingler pour différents motifs. Arrêtez, monsieur. Quand une semaine avant, on voit nos directeurs arriver à 6h du matin, que pendant 2 ans ou 3 ans, ils n'ont jamais mis les pieds à 6h du matin dans un établissement, qu'ils arrivent à 6h du matin depuis une semaine, qu'ils sont en train de nous accrocher des règlements partout, des nouveaux règlements, faire attention, qu'on voit comme par miracle, qu'on a des gants, qu'on a des couches, qu'on a des draps, et qu'on se rend compte, on ne sait pas ce qui se passe, on n'est pas au courant. Mais comme par enchantement, à chaque fois, 2 ou 3 jours après, on a des inspecteurs qui arrivent. Qu'est-ce qui s'est passé? Et après le départ des inspecteurs, ils ont plus rien. Et je pense que les EHPAD que vous décrivez, c'était peut-être, je dis peut-être, en 2013 ou peut-être avant. Maintenant, ça a changé quand même. Non. On a davantage de soignants. C'est vrai qu'il y a certains soignants... Comment vous expliquez alors la sortie de ce livre, monsieur? Parce que visiblement, c'est une enquête qui est sur 4 ans, je crois. Oui. Donc, comment est-ce que vous expliquez que ce journaliste... Vous l'avez lu, le livre de 400 pages? Vous l'avez lu? Il vient de sortir, donc je n'ai pas pu le lire. Alors, pourquoi on parle des faits, justement, si vous l'avez pas lu? Si, on a lu des extraits. Moi, j'en ai lu des extraits, monsieur. Quand on offre 15 millions d'euros à quelqu'un, juste, c'est vraiment qu'il y a des bonnes choses. C'est vraiment vrai. On parle de l'ouverture d'une enquête judiciaire, monsieur, quand même. Merci d'être là. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur ma personne. Parce que ils pensent que j'ai des suçons dans le cou. Ah oui, celui qui t'a fait un suçon. Sachez-le, là, si j'avais eu des suçons comme ça, c'est un prof de maths. Non, c'est la meuf d'hier avec la bouche. Là, c'est Géraldine et toute sa famille. Donc, ce ne sont pas des suçons. Non. Sachez-le, même ma mère m'a demandé qu'est-ce que c'est que ces marques rouges, fais-tu une allergie? Eh bien, oui. Je fais une allergie au con. T'en as beaucoup, ton Et malheureusement, non, c'est pas une allergie. Je vais vous lire, c'est des ventouses pour Libérado, parce que j'ai un tournoi, là prochainement, très gros tournoi. En fait, vous avez un traitement de sportif de haut niveau. Très important pour moi. Et mon kiné est venu dans les loges, Ben, que j'adore, et qui m'a mis. Il te met des ventouses. Exactement, des ventouses. Il m'en a mis partout. C'est des trucs de toilette, lui. Tu crois vraiment qu'il m'a débouché? Il croit qu'il met de l'arpic sur moi, il arrive. Non, pas du tout. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, c'est rien de grave. Je le dirai même toutes les 10 minutes pour les gens qui nous rejoignent. Qui ont peur et qui se posent des questions sur ma santé. Benoît Paire a fait la même chose, vous avez vu dans bien sûr. Il s'occupe des plus grands sportifs. Exactement. Ben s'occupe des plus grands sportifs. Ben Ilouz. Exactement. Ben Ilouz que j'embrasse, qui fait même les joueurs de NBA et tout. Et hier soir, ils ont fait encore plus fort avec un fabricant de chaussures soi-disant transformé en blogueur mode. Et ça a été hyper chaud pour lui dès les présentations, il a failli tout faire foirer, le pauvre. Bonjour, je m'appelle Tristan Renon-Jules, je suis journaliste et critique de mode. Enchanté. Patrice, c'est ça? Oui, c'est ça. Ils l'ont déguisé, on dirait le Johnny Depp du pauvre. On dirait Johnny Blech. Non mais c'est une darka énorme, sans déconner. Non mais ça se voit que les employés le reconnaissent immanquablement. Le déguisement est ridicule. Le dire que c'est pour un tournage d'une émission de mode, c'est grotesque. Et à la fin, offrir des chaussettes à un employé. Bah quoi? Franchement, non, mais ça dépend du prix des chaussettes. Il mérite mieux que 3 chaussettes violettes. Bah alors. Marquez-vous, vous m'avez jamais rien offert. Ah oui,
Et je vous dis, ça risque pas d'arriver. Je te trouve vraiment mauvaise langue. Oui. Est-ce que tu as déjà vu dans une enseigne, une grande enseigne comme ça, commerciale, quelqu'un qui connaît la tronche de son patron? Non, personne. Non, mais alors, attends, j'ai travaillé chez Yves Rocher, j'ai travaillé chez Nocibé. Est-ce que vraiment je savais à quoi ressemblaient mes patrons? Quand même. Non, Vous avez pas travaillé là-bas? Oui, donc en fait. Vous leur avez dit que vous alliez bientôt retourner?